Bienvenue dans ce premier numéro du podcast des critiques d'Enzo et aujourd'hui on va parler de cinéma pour commencer la semaine. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Enzo, j'ai un compte TikTok de base avec aussi un compte YouTube et un compte Instagram où je republie les mêmes vidéos où je parle de cinéma. J'essaye de parler de cinéma dès que je vais voir un film, j'essaye aussi de vous parler beaucoup de ma collection. J'ai une grosse collection de Blu-ray, je commence petit à petit à avoir une collection de Steelbook et voilà. Mon but moi c'est de partager ce que j'aime dans le cinéma. Ça va faire 5-6 ans je dirais que je suis fan de cinéma parce que j'ai commencé dans la période Covid et vraiment, j'aime beaucoup le cinéma. Ça a pris une grosse part dans ma vie et j'ai tellement envie de parler de ce que j'aime. J'ai tellement envie de partager parce que je trouve qu'il n'y a rien de plus intéressant qu'entendre des gens parler de leur passion. Je suis tellement de personnes qui parlent de cinéma et qui en parlent avec passion. Et j'aime vraiment ça. J'aime vraiment entendre les gens parler de ce qu'ils aiment, que ce soit du cinéma ou d'autres choses. Mais moi, du coup, je me suis dit que j'allais vous parler de cinéma. Et ça fait quelques mois que je me dis que ça serait plutôt intéressant de vous offrir un podcast parce que c'est bien cool de donner mon avis sur des films pendant 2 minutes sur TikTok. Mais je trouve qu'il y a un vrai truc de spontanéité qu'il n'y a pas dans les TikTok de 2 minutes où c'est ultra cut, où je dois donner mon avis très condensé, alors qu'en fait, il y a plein de choses à dire sur plein de films. Aujourd'hui, j'ai 4 films à vous parler. On va parler de quels films que j'ai vus, des films qui sont sortis il y a quelques semaines, des films qui vont sortir dans quelques semaines, des films qui sont sortis cette semaine. Vraiment, le but, c'est de vous parler de tout ce que je vois. Et aussi vous parler des sorties de la semaine parce que c'est toujours bien de savoir qu'est-ce qui va sortir et qu'est-ce que je vous conseille d'aller voir, qu'est-ce que j'ai envie d'aller voir. On va parler de tout ça ensemble de toute façon. Et pour ceux qui ne savent pas, en plus de ça, ce podcast est écoutable sur toutes les plateformes. Vous m'écoutez peut-être sur YouTube, mais il est aussi disponible sur Spotify, sur Deezer. J'ai vraiment fait le nécessaire pour que ça soit disponible sur toutes les plateformes pour que vous puissiez écouter le podcast dans toutes les bonnes conditions. Donc comme je vous ai dit, aujourd'hui on va parler de 4 films que j'ai pu découvrir cette semaine. Alors j'ai un peu triché, il y a un film que j'ai découvert dimanche dernier que j'ai quand même compté dans cette sélection. Et pareil, je vais découvrir un film juste après parce que là j'enregistre le dimanche. Je vais découvrir un film juste après dont je vous parlerai la semaine prochaine, Le Rêve américain, que je vais découvrir en avant-première. Mais de toute façon, ma petite critique est déjà disponible sur TikTok, sur YouTube et sur Instagram. Et donc, autant commencer directement avec le premier film dont je vais vous parler aujourd'hui. C'est un film que j'ai découvert dimanche dernier. C'est Hamnet de Chloé Zhao. Est-ce vrai que tu sais tout d'une personne en la touchant ici? Pas tout. Il y a en lui plus de choses que chez n'importe quel homme que j'ai rencontré. Qui cherchez-vous? William Shakespeare. Bon, c'est déjà un film que j'attendais énormément. Hamnet de Chloé Zhao, moi ça fait des mois et des mois que je l'attends. C'est un film qui est sorti aux US depuis des semaines, comme Marty Suprême malheureusement. Et donc il fallait qu'on l'attende. Et je l'ai attendu très longtemps au point où mon cinéma l'ont pas diffusé. Et j'ai fait quelque chose qu'il faut pas. J'ai regardé le film en dehors du cinéma. Je l'ai regardé chez moi. Et c'est peut-être le plus gros défaut que je vais avoir sur Hamnet. C'est qu'au cinéma, je sais que le film aurait transcendé, mais malheureusement, j'avais pas de projection autour de chez moi. J'avais vraiment envie de voir le film parce que ça fait vraiment des semaines et des semaines que je veux le voir. Donc bon, je me suis dit que c'était quand même l'occasion de le voir et c'était super, c'était vraiment génial. Pour expliquer un peu le film, c'est l'histoire de la vie de Shakespeare et sa femme. Ils ont des enfants, dont des jumeaux, avec un qui s'appelle Hamnet, et en fait il se passe un drame dans ce film. Il se passe en tout cas un drame dans la vie de Shakespeare et de cette femme-là, qui fait qu'ensuite Shakespeare va créer Hamlet, qui va... comment on peut dire ça, qui va parler de Hamnet, donc de son fils, via une pièce de théâtre qu'il va mettre en scène. Et c'est absolument génial parce qu'on a Jessie Buckley dans ce film qui est extraordinaire. Pour moi, c'est vraiment elle qui porte le film. Alors, Paul Mescal est très très bon dans le film de Chloé Zhao, mais je trouve que Jessie Buckley est vraiment surprenante. Alors j'ai déjà vu passer sur Twitter des images de elle qui crie et qui sont en mode c'est ça pour vous l'acting. C'est plus que ça en fait. Jessie Buckley, tout le long du film, elle est hyper intéressante dans son jeu, dans sa façon de réagir, dans sa façon d'interagir avec tout le monde aussi, parce que elle match avec tout le monde. Elle match avec les enfants qui jouent incroyablement bien. C'est assez fou d'avoir une direction d'acteur aussi précise sur des enfants, quoi. Chloé Zhao, elle a fait un travail de fou avec ces enfants-là, parce qu'il y a 3 enfants dans le film, les 3 jouent extrêmement bien, vraiment, à aucun moment je me dis ah non, là ça va pas, les 3 jouent extrêmement bien et j'y crois. Ça me fait penser j'ai vu des critiques des enfants de la Résistance, à ce qui paraît c'est le gros point faible des enfants de la Résistance, parce que oui, c'est compliqué de caster des enfants, ou en tout cas de diriger des enfants. Et là, Chloé Zhao, ce qu'elle fait avec Hamnet et avec ces enfants-là, c'est hyper intéressant. Vraiment, elle est trop forte. Elle est vraiment trop forte, Chloé Zhao, quoi. Et elle fait ça avec les enfants, mais elle fait aussi ça avec Buckley, avec Paul Mescal. Je pense que Paul Mescal, c'est un des meilleurs films que j'ai vu de sa part, sachant que j'ai pas vu grand chose et que je suis pas un gros fan de son film qui a le plus marché. J'ai plus le nom.
De Aftersun, c'est Aftersun que je cherchais. Je suis pas le plus grand fan de Aftersun. Gladiator 2, je le trouve pas non plus exceptionnel. Mais voilà, pour moi, c'est une des meilleures performances que j'ai vues de Paul Mescal. J'ai toujours pas vu Sans jamais nous connaître, qui à ce qui paraît est aussi très très bien. Pour le coup, Jessie Buckley, moi je la connaissais pas du tout. J'ai dû la voir dans 2-3 films comme ça, mais sans vraiment m'attarder sur qui elle était. Et je la trouve vraiment géniale. Dans Hamnet, je la trouve incroyable. Il y a les Oscars qui arrivent bientôt, on en reparlera dans ce podcast. Pareil pour les Césars, on va faire des pronostics ici, ça va être plutôt intéressant. Mais je suis vraiment surpris de voir à quel point Jessie Buckley transmet des émotions, et pas que en criant. Je reviens sur ce que j'ai vu sur Twitter, mais vraiment ça m'a énervé parce que je me dis, les gens n'ont pas vu le film, quoi. Les gens sont en train de critiquer quelque chose qu'ils n'ont sûrement pas vu. Oui, elle a une scène où elle crie, où elle est dévastée, qui est extrêmement fort et qui fonctionne très très bien, mais on est bien d'accord que ce n'est pas ça, être une bonne actrice. Mais là, pour le coup, Jessie Buckley, tout le long, c'est assez fou. Et pour moi, sa meilleure performance, c'est sur la fin. Mon but, c'est pas de vous spoil, mais sur la fin, où on va avoir une pièce de théâtre, Jessie Buckley joue très peu dans cette scène-là. On la voit entrecoupée de la pièce de théâtre qui se passe en parallèle. Mais Jessie Buckley a un jeu hyper simple, hyper doux, vraiment hyper simple, quoi. Et ça marche. Ça marche, quoi. Elle est hyper touchante. Il y a surtout un geste qui va être fait dans cette scène-là. Waouh, c'est peut-être le truc qui m'a le plus touché du film, quoi. Alors qu'on parle d'un film où effectivement il y a des énormes drames qui se passent à plusieurs intervalles et qui fonctionnent très bien. Moi, l'autre chose que j'ai à dire aussi sur ce film-là, c'est que moi, j'ai pu, du coup, je me suis renseigné. Quand c'est des histoires comme ça qui touchent un peu au réel, pareil pour Marty Suprême, j'essaye de me renseigner sur la réalité de ce qui s'est passé derrière. Et ce qui est hyper intéressant avec Hamnet, c'est qu'en fait, on ne sait pas ce qui s'est passé dans la vraie vie. On sait que y a eu un problème avec avec Hamnet, le fils de Shakespeare, et que du coup, on a retrouvé des similitudes de l'histoire qui s'est passée dans Hamlet, mais qu'on n'est même pas sûr que ça soit lié. Et Chloé Zhao, elle se base sur un roman qui a été écrit, je crois, en 2020, qui, du coup, interprète ce qui aurait pu se passer dans la vie de Shakespeare, pourquoi il a fait ça et ça. Donc, c'est même pas une histoire biographique sur la vie de Shakespeare et de sa femme. C'est vraiment une théorie, on va dire ça comme ça, une théorie sur Hamlet, et je trouve ça hyper intéressant de comment c'est raconté. Alors là, c'est un travail de scénario et du coup, un travail du roman de base qui est hyper intéressant, mais c'est vraiment de voir comment on va adapter une histoire, comment on va utiliser du réel, et c'est marrant parce qu'on en reparlera dans Marty Suprême, mais c'est un peu la même chose, comment on va s'adapter par rapport à du réel pour théoriser, pour essayer de comprendre comment ça a pu se passer. Et la façon dont c'est fait dans Hamnet, de la façon dont on va vraiment travailler ce côté un peu mystique à certains moments, c'est parfait. C'est vraiment parfait. Et pour moi, c'est le gros point fort de Hamnet, c'est qu'il y a vraiment cette scène-là, moi, qui marche extrêmement bien avec moi, cette histoire un peu mystique moi ça marche de fou sur moi. Et pareil, s'il y a bien un truc qu'on doit mettre en avant quand on parle d'Hamnet, c'est la mise en scène de Chloé Zhao. C'est du classicisme de fou. On sent le film à Oscar, mais c'est classique, mais waouh, c'est quand même magnifique, quoi. Les plans du début dans la forêt, c'est assez fou, c'est vraiment très très joli, quoi. Chloé Zhao, elle s'est filmée de toute façon, c'est pas nouveau. Je suis un gros défenseur de son éternel, parce que le film a été critiqué pour moi à tort, alors qu'il est très très bon, et que chez Marvel on sent que ça change. Pour les gens qui viennent dire « Ah, mais elle a rien fait sur le film, ça se voit », je suis tellement pas d'accord. C'est un film qui change de tout ce que Marvel ont pu faire avant. Visuellement, le film ne marche pas avec les autres, et j'ai un peu cette même vibe avec Doctor Strange 2, on reparlera de Sam Raimi avec Help, mais j'ai un peu cette même vibe là avec Doctor Strange 2, où je trouve quand même qu'il y a une vibe qui n'est pas dans les derniers Marvel, quoi. Et c'est des films qui pour moi sortent du lot, et je maintiens cet avis là sur Les Éternels, qui est pas forcément le meilleur film, qui a 30 minutes en trop, alors que le vrai problème du film, c'est qu'il y a 50 000 personnages à introduire, et que c'est pour ça que c'est un peu compliqué, mais il y a quand même 30 minutes en trop qui fait que le film, au bout d'un moment, on s'y perd. Mais Chloé Zhao est une super réalisatrice. J'avais pas vu son premier film, Nomadland, qui est pas son premier film, je crois qu'elle en avait réalisé d'autres. Mais en tout cas, je l'avais pas vu. Moi, les deux que j'ai vus d'elle, c'est Les Éternels et du coup Hamnet. Et moi, Hamnet, ça fonctionne totalement. La mise en scène, le jeu d'acteur, l'histoire qui est racontée, le timing, même s'il y a 15 minutes, pas en trop, mais qui peuvent vite être longs entre le drame principal et le climax final. On peut vite être en mode waouh, les 15 minutes là, on comprend pas trop où ils veulent aller, on comprend pas trop. C'est vraiment pour dire, on raconte, mais ça raconte quelque chose pour rien, je trouve. Mais on s'en fout, c'est 15 minutes sur un film d'1h40, je crois.
Personnellement, je m'en fous complètement, quoi. Moi, ce que je veux voir, c'est un film hyper intéressant, un film qui a un vrai message. Et oui, oui, effectivement, c'est un film à Oscar, on le sent. Mais par contre, c'est un excellent film, quoi. C'est vraiment un excellent film et ça fait du bien de voir des films comme ça qui émotionnellement me touchent. C'est clairement dans la sélection des films d'aujourd'hui, c'est clairement le film qui m'a le plus touché, je pense. Mais c'est pas le meilleur film parce qu'on va parler de Marty Suprême en bout d'un moment et j'ai adoré Marty Suprême, mais ça, c'est pour la fin. Mais vraiment, Hamnet, moi, je le conseille fortement. Il doit être encore au cinéma chez certaines personnes. Ne le regardez pas en streaming. Ne faites pas comme moi, s'il vous plaît. Allez au cinéma s'il est disponible au cinéma. Je l'ai vraiment fait parce qu'il n'était pas disponible au cinéma et que je voulais le voir parce qu'il y a un bout d'un moment, il faut que je rattrape des choses que j'ai pas vues. Je sais en plus qu'il sera pas diffusé dans mon cinéma, je pense. Mais vraiment, je voulais voir Hamnet, donc j'en ai profité. Mais s'il est en cinéma, s'il est en salle proche de chez vous, allez voir Hamnet. Pour le second film qu'on va parler aujourd'hui, on va partir un peu plus loin, on va partir dans quelque chose d'un peu plus hauteur, on va dire. On va parler de Redux Redux, de Matthew et Kevin McManus. Is Neville working tonight? He a friend of yours? No. Please. Where's her body? Redux Redux, qu'est-ce que c'est ? C'est un film qui a été présenté au festival de Gérardmer et qui a gagné le prix du public. C'est un film des frères Macnus qui reviennent ici avec un film qui va parler du multivers. Et c'est là où j'ai vraiment envie de développer mon avis. C'est clairement pour ce film que je me suis dit aussi que je voulais vraiment faire ce podcast cette semaine et commencer cette semaine parce que pendant 2 minutes, j'ai pas eu le temps de dire tout ce que j'avais à dire sur ce film tellement je l'ai trouvé très très bon, très très intéressant dans ce qu'il raconte. Et oui, il a des défauts, mais c'est des défauts extrêmement mineurs qui fait que vous devez voir ce film, vous devez clairement voir ce film. C'est une proposition hyper intéressante, c'est un film d'auteur, clairement, c'est de la SF thriller, on va dire. Pour moi, je l'ai un peu vu comme un thriller, mais le côté multivers forcément rajoute ce côté thriller, ce côté science-fiction, pardon. Et en fait, Redux Redux, pour vous expliquer, c'est l'histoire d'une dame qui a perdu sa fille parce que sa fille s'est fait tuer par un tueur. Elle va, elle, dans son univers à elle, le multivers existe et elle va se procurer une machine pour voyager dans les univers. Et elle va aller dans chaque univers, revenir en espérant retrouver sa fille vivante et en fait elle se rend compte très rapidement que sa fille elle est morte dans quasiment tous les univers et qu'elle va devoir tuer tout le temps, elle tue en boucle le tueur de sa fille. Et c'est hyper intéressant dans comment c'est introduit, dans comment c'est fait, parce que toute l'intro ça va être elle qui revient tuer petit à petit tout le temps l'agresseur de sa fille, et ça dure je pense 10-15 minutes où on a vraiment cette base du multivers où elle y retourne, où on la voit tuer différemment ce mec, et où on commence à comprendre la base du multivers. Parce qu'en fait, c'est ça que je trouve hyper intéressant dans Redux Redux, c'est qu'on a un multivers qui est totalement à l'encontre de ce qu'on a l'habitude de voir. Les gros films qui parlent de multivers dernièrement, c'est Everything Everywhere All At Once, où on est vraiment dans cette idée de les univers sont tous différents, sont tous plus what the fuck que les autres. Et on va avoir ce que Marvel fait, où on va changer les acteurs, où on va changer... Enfin vraiment, même Marvel ne comprennent pas leur multivers à eux, mais ça, c'est un autre débat. Mais je trouve ça hyper intéressant de quelle est l'histoire, quel est le fonctionnement du multivers. Et ici, il est très simple. C'est exactement la même chose, à quelques détails près. Et ces détails-là vont jouer un énorme sens. Et on nous le dit très rapidement avec une petite histoire d'amour qui dure 5 minutes, où elle lui explique, parce qu'elle en peut plus, parce que c'est le 1000e univers qu'elle fait, où elle doit tuer une nouvelle fois l'agresseur de sa fille et qu'elle ne retrouve pas sa fille, et elle l'explique dans cette petite scène-là qui est au tout début du film, où elle lui dit, en fait, dans chaque univers, il y a des micro-choses qui changent, mais autrement pas grand-chose, quoi. Et petit à petit, on va arriver surtout dans un univers où elle va sauver une personne, elle va sauver Mia, qui était une des prochaines victimes de ce mec, parce que c'est clairement un tueur en série. C'était une des prochaines victimes de ce mec, et elle arrive à la sauver sans tuer le tueur. Et cette fille-là, du coup, elle va vouloir se venger, elle va vouloir comprendre pourquoi cette fille était là. Voilà, c'est là où part le film, où en fait, Mia, va aussi avoir un devoir de vengeance envers ce mec-là, à la même échelle que Irene Kelly, qui est la personne qui fait tous les multivers. Et c'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant parce qu'on a ce perso-là qui vient de se rajouter, et on part limite dans pas road movie, mais on part dans cette idée de, voilà, on voyage dans le temps, on découvre, et j'ai pas envie de vous donner plus d'informations parce que ça serait vous spoil après, mais c'est le plus important.
Et c'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant dans ce que ça raconte. C'est hyper intéressant dans le jeu de Michaela McManus, qui est cette Irene Kelly, qui est la mère qui cherche sa fille dans les multivers. Michaela McManus, c'est la sœur des réalisateurs. Elle est exceptionnelle. Le fait que ça soit fait en famille, le fait que je pense qu'elle comprend beaucoup mieux la direction d'acteur que ses frères doivent lui donner, elle est incroyable. C'est assez fou de voir une personne aussi bien jouer, une personne qui est, pour ma part, très peu connue en fait. C'est ça moi qui me surprend le plus, c'est que j'ai jamais entendu parler de la famille McManus. Ils sont super, quoi, que ce soit en termes de réalisation ou en termes d'acting. Michaela McManus, elle est géniale, quoi. Elle est badass, ça fonctionne vraiment bien. C'est un personnage hyper bien construit, et c'est ça en fait pour moi la force du film, c'est que c'est extrêmement bien construit. Il n'y a pas d'incohérence de scénario, ce qui peut avoir facilement dans un multivers. Chaque personnage qu'on va t'introduire à un bout d'un moment vont avoir un impact plus tard. On va avoir des twists qui vont vraiment fonctionner et qui ne vont pas laisser le film comme ça pour dire « Oh, on a fait un twist ». Non, le twist a de l'importance, a une vraie logique. Et pour moi, les deux gros défauts du film, ça va être le traitement de Mia, donc cette jeune fille qu'elle vient sauver des mains des mains du tueur. Son personnage de Mia est un peu caricatural, un peu là pour ce côté « Oh, c'est comme sa fille. Elle n'a pas retrouvé sa fille, mais elle a retrouvé Mia. » Et du coup, c'est un peu bizarre parce que c'est vraiment l'ado pas content, un peu caricatural, et t'es en mode... Bah, je comprends où tu vas aller, je comprends pourquoi tu rajoutes ce perso-là, parce que c'est une grosse importance avec cette mère qui essaye de sauver sa fille dans un univers et que, fin de compte, elle se retrouve à sauver quelqu'un d'autre que sa fille, mais qui a tous les traits de sa fille, qui allait avoir le même sort que sa fille. Et c'est vraiment un film qui parle de vengeance, qui parle de deuil, qui parle de cette idée-là. Et c'est hyper intéressant, mais le personnage est mal catégorisé. Le personnage est très très chiant, on en a vite marre, c'est un peu tiré, et il y a un vrai moment où on voit Mia, je pense pendant, je dirais, 15-20 minutes, et t'es en mode putain, mais elle est où Irène là? Enfin, nous on a envie de voir Irène, c'est elle le perso principal, c'est elle la personne la plus importante du récit, quoi. C'est elle qu'on a envie de suivre dans sa quête vers le multivers et vers cette vengeance et vers cette envie de deuil en fait. Et je trouve ça hyper intéressant comment on va parler de ce deuil et de cette vengeance-là, mais le personnage de Mia, vient toujours intercepter ça, et c'est peut-être pour moi la chose la plus dommage. C'est important d'avoir ce personnage-là, ce personnage que campe Mia, il est hyper important, mais c'est loin d'être le mieux écrit, quoi. Clairement, à côté du personnage de Irene Kelly, qui est incroyablement intéressant, et je rentrerai pas plus dans le détail, mais il y a un truc qui fait que, à un bon moment, t'es en mode, ok, là, je viens de prendre conscience de ce que je vois depuis tout à l'heure, ça a un vrai intérêt, ça a un vrai sens par rapport à ce que je vois. Non, c'est vraiment super. Et vraiment, moi, le travail de message qui est fait, le travail d'écriture qui est fait autour de la vengeance et autour du deuil, je le trouve vraiment hyper intéressant, parce que c'est pas un film qui prône la vengeance. C'est vraiment pas un film qui prône la vengeance. C'est un film qui prône une mère, qui prône l'histoire d'une mère qui veut faire son deuil et qui trouve toutes les solutions pour faire son deuil, et la vengeance est clairement pas la solution, parce qu'au contraire ça la rend encore plus mal de retourner dans chaque univers et de tuer le putain de tueur de sa fille. Elle veut juste faire son deuil, et elle fera son deuil comme le film l'indiquera. Ça, je vais vous inviter à le voir, surtout qu'il sort, je crois, le 1er mars sur Filmo, donc je vous invite à le découvrir le 1er mars quand il sortira. Mais non, c'est vraiment génial, et moi je suis juste un peu déçu de la fin, où on a un climax qui est pas extraordinaire par rapport à tout ce qu'on a vu. J'aurais peut-être aimé avoir un climax un peu plus intéressant, et je ne comprends pas la dernière scène finale. Par rapport à tout ce que le film t'instaure dès le début, je comprends pas cette scène finale où on va casser une partie de ce qui est instauré. Enfin, moi je pensais sincèrement que le but final était de... C'est pas un spoil, ou en tout cas de la façon dont je vais le tourner, ce sera pas un spoil, mais je pensais que le but final était de retourner chez elle. Et la scène de fin me fait pas comprendre ça, et ça m'énerve. Je ne comprends pas cette scène de fin. J'aurais voulu voir autre chose, mais enfin bref, ça c'est un autre débat. Mais Redux, c'est super, ça a un prix du public totalement mérité, c'est un très très bon thriller, ça fait du bien de voir un thriller comme ça dure 1h49, c'est hyper simple d'accès. Je vous invite vraiment à voir Redux quand ça sort sur Filmo le 1er mars prochain. Parlons pour moi du pire film de la semaine, c'est Send Help de Sam Raimi. Je vais être honnête avec vous. Vous êtes intelligente. Je sais que vous êtes douée pour les chiffres, mais vous n'avez pas le truc. Et au sein de cette société, vous nous apportez pas grand-chose.
C'était le fameux retour de Sam Raimi sur nos écrans de cinéma. C'était Send Help qui est sorti cette semaine, qui est sorti ce mercredi, et c'était pas bien. En tout cas, moi, j'ai vraiment pas aimé. Ou en tout cas, alors, c'est pas que j'ai pas aimé, c'est que j'ai bien aimé une partie du film. J'ai détesté tout l'autre. Donc, c'est ce qui me fait une moyenne. Clairement, je suis à 2,5 de notes au niveau de mes étoiles. J'adore noter sur Letterboxd, pour ceux qui veulent me suivre sur Letterboxd. Enzo-du-bas CWS. Mais j'adore noter et ce film, pour moi, c'est un 2,5. Clairement, c'est pas bien. C'est pas exceptionnel. C'est moyen. Et c'est vraiment ce que j'ai ressenti devant le film. C'est un film qui parle d'une personne qui s'occupe qui s'occupe de la gestion d'une alors je sais plus exactement, je crois que c'est la timeline en plus sur l'affiche, c'est quoi, c'est du service stratégie et planification. Donc c'est cette fille là, donc Linda Liddell, du service stratégie et planification, qui est prévu pour une petite promotion, on va dire, par le père de notre protagoniste principal. Protagoniste, un peu compliqué de dire protagoniste, mais ça on va en revenir juste après. Sauf que le père décède et du coup, elle s'attend à avoir cette promotion malgré tout par le fils. Et en fait, le fils, c'est un gros connard qui la néglige, qui la prend de haut et qui va pas lui donner cette promotion-là, mais elle veut quand même montrer elle veut montrer qu'elle a les crocs, et il va lui dire bon bah tu vas essayer de venir prouver ça en Thaïlande pour un projet dans leur boîte. Vous voyez, mon synopsis, c'est un peu casse-gueule parce que je trouve que même le fond de l'histoire est un peu casse-gueule. On comprend pas trop ce qu'elle fait l'entreprise. C'est un peu bizarre, enfin vraiment. Mais voilà, il faut savoir aussi qu'elle est forte en survival. Elle est grosse fan de Koh-Lanta version US, survival, et voilà, c'est son rêve de participer. Elle est trop forte, comme par hasard, alors que c'est vraiment, en vrai, elle est présentée comme la meuf qui a pas de vie, quoi. C'est un peu triste de dire ça comme ça, mais elle est vraiment présentée comme Catherine de la Conta qui a des lunettes, qui fait rien d'autre de sa vie que ça. Je sais pas comment le catégoriser, parce que pareil, c'est très 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 cliché, très absurde. Et en fait, moi, on m'a vendu ça comme le retour de Sam Raimi à de l'horreur comique, et j'étais en mode trop bien. Bon, déjà, le film me fait pas rire. Parce que oui, du coup, la suite, c'est elle prend l'avion, ils font un crash d'avion. Bon, ça, c'est la base du synopsis. Ils prennent l'avion, il y a un crash d'avion, c'est les deux seuls survivants, ils se retrouvent sur une île déserte. Donc, le gérant de la boîte et cette personne du service stratégie et planification. Et vraiment, moi, j'ai pas du tout aimé, en fait, parce qu'on m'a revendu ça comme de l'horreur comique, de la comédie horrifique, à la Sam Raimi, à la Evil Dead, sauf qu'on se fait chier, en fait. Il y a 1h20 de rien. Où pendant 1h20, allez, on va te teaser 2 fois le début de l'horreur avec une scène de bagarre avec un animal. On va te teaser une autre fois une scène d'horreur, c'est la scène de l'avion, on va dire. Mais il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre que ces 2 scènes d'horreur-là. Rien d'autre du tout. Avant 1h20, il faut attendre 1h20 avant d'avoir une vraie situation horrifique, du Sam Raimi dans le texte, quoi. Et avant, il ne se passe rien. C'est un survival, c'est juste un film où on voit des gens survivre sur une île déserte, se prendre la tête, un peu comme dans une rom-com. Et en fait, c'est nul, c'est vraiment pas bien, parce que c'est cliché, parce que en fait, moi, j'y crois jamais au perso. Vraiment, je n'y crois jamais au perso. Je trouve que ça joue pas très bien. Rachel McAdams et Dylan O'Brien, ça n'a jamais été des acteurs que j'ai beaucoup aimé. Je préfère quand même Rachel McAdams, mais Dylan O'Brien, je suis pas du tout fan et je le trouve vraiment pas très bon dans le film. Et en fait, c'est que des trucs comme ça tout le long. Pendant 1h20, il ne se passe rien et on doit attendre 1h20 pour enfin comprendre et avoir ce côté horrifique. Et putain, je suis en mode, mais ton film, il dure 1h. Enfin, il dure 1h59, il dure 2 heures ton film. Il n'y a que les 30 dernières minutes qui sont intéressantes. Les 40 dernières minutes qui sont intéressantes dans ton film. Pourquoi ? Comment ça se fait, quoi ? Comment ça se fait que Sam Raimi, toi, le maître de l'horreur, la chose la plus intéressante dans ton film, ça soit les 40 dernières minutes parce que c'est le climax, mais pourquoi tu n'établis pas plus d'horreur avant ? Il y a moyen, on est sur un survival, on est sur un film qui parle de gens qui sont sur une île déserte et qui doivent survivre. T'as 1000 choses, t'as 1000 moyens de raconter de l'horreur, t'as 1000 moyens de les faire vriller mentalement. Le problème, c'est que cette île déserte, ce côté survival, on comprend qu'il reste, je dirais même 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, et tu pètes un câble normalement, tu pètes un câble, et là, t'as moyen de raconter de l'horreur, tout en gardant cette fin qui est hyper intéressante et qui aurait totalement marché avec cette idée de gens qui pètent un câble. Oui, ils pètent un câble entre eux, mais mentalement, ils pètent pas plus un câble que ça. Ils pètent un câble entre eux. Ils se prennent la tête comme des gens classiques. Ils se prennent la tête comme un couple classique. Et oui, il y a 2-3 scènes de fulgurance. La scène des couilles, pour ceux qui voient de quoi je veux dire. Enfin, moi, je la trouve absolument géniale.
Mais en fait, elle arrive au bout d'1 heure. Et en fait, c'est pas parce que pour vous expliquer, c'est vraiment genre il se passe rien, il se passe un élément un peu horrifique, il se passe rien pendant 30 minutes, il se passe un nouvel élément horrifique, et après, au bout de ces 30 minutes-là, enfin, il se passe le climax qui va continuer. Et en fait, enfin, ça marche pas. Chez moi, ça marche pas du tout. On m'a dit, ouais, non, mais le film, il est super par rapport au fait qu'on fait une inversion de personnage où, en fait, la personne qui avait le leadership sur l'autre au tout début, bah, ça inverse. Ouais, enfin, c'est 3/4 des films, quoi. Bah, c'est 3/4 des films qui ont un minimum de message politique, quoi. Merci Sam Raimi de faire un film à un minimum politique, quoi. Mais c'est tout le but d'un film qui veut dénoncer des choses. Merci, quoi. Mais c'est pas exceptionnel. Et vraiment, les gens qui disent « Ouais, Sam Raimi est revenu », non. Enfin, pour moi, il y avait plus de Sam Raimi dans Doctor Strange que dans ce film-là, quoi. C'est un film de plateforme qui aurait été génial sur Netflix. Je ne comprends pas comment ce film s'est retrouvé au cinéma et comment les gens encensent autant le film. S'ils ont aimé, c'est cool pour eux, hein. Moi, je suis vraiment dans cette idée de « Bon, bah, les gens aiment, c'est cool. » Mais putain, c'est pas pour moi. Vraiment, Send Help, j'ai pas du tout aimé. Bon, parlons du meilleur film que j'ai vu cette semaine et sûrement un des meilleurs films de l'année. On va parler de Marty Suprême de Josh Safdie. Allô? Bonjour, c'est Marty Mauser, je suis dans la suite royale. Je vous ai vu à la réception hier. D'accord. En fait, j'ai encore jamais parlé à une star de cinéma, mais moi aussi je suis hyper connu. Ah bon? Ouais, vous me croyez pas? Vous quoi? Vous avez le journal sous les yeux? C'est vous? Eh oui, la photo est pas mal. Et quel plaisir. J'ai pu voir Marty Suprême en avant-première avant-hier soir, et c'était juste génial. C'était pour moi une de mes plus grosses attentes. Je comprends toujours pas pourquoi A24 ont mis autant de temps à sortir, parce que clairement il serait sorti en 2025, surtout en fin d'année. Bah, il aurait été tellement frais, il aurait été tellement dans mon top 3 facile, je pense. J'ai trouvé ça absolument génial. C'est un film, c'est un drame, hein, Marty Suprême, qui revient sur la vie de Marty Mauser, je crois que ça se prononce comme ça. Et en fait, c'est pareil, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est pas un vrai biopic. C'est vraiment pas un vrai biopic. Ça s'inspire de très loin de la vie du vrai Marty Mauser, mais c'est loin d'être un biopic. C'est très romancé, mais genre extrêmement romancé. C'est pas comme la vie de Freddie Mercury dans Bohemian Rhapsody qui est romancée. Là, c'est vraiment... Tout est limite fictionnel, quoi. Mais bon, c'est important de se le dire, hein, c'est pas la vraie vie de quelqu'un. C'est trop bien. C'est l'histoire de Marty Mauser qui est persuadé de son talent, qui est arrogant, qui prend tout le monde de haut parce qu'il est persuadé d'être le meilleur au monde et qui se fait niquer la gueule dans un tournoi en Angleterre. Et à partir de là, c'est sa descente aux enfers. C'est quelqu'un qui cherche de l'argent pour prouver l'inverse, pour repartir vers de nouveaux horizons et prouver qu'il est le meilleur. C'est quelqu'un qui baigne dans des histoires. C'est clairement un film de mafia limite, hein. Moi j'ai eu vraiment cette sensation dans Marty Suprême de voir un vieux film des années 70, 80, un peu à la Parrain 2, où on met plein d'éléments. Même Parrain 1 ça fonctionne, hein, mais où on met plein de persos, on met plein d'éléments, on met plein de choses ensemble et ça fait un cocktail explosif. Et c'est tellement génial. C'est un montage absolument fou, c'est une histoire absolument fou, c'est un jeu d'acteurs absolument fou. Tout le monde est super. Chalamet est super, Gwyneth Paltrow est vraiment géniale, Odessa Aizion, je crois que ça se prononce comme ça, le rôle de Rachel, je l'ai trouvé vraiment très bien. Tyler the Creator, qui est un rappeur que j'aime énormément, qui se retrouve là. Parfait, il est vraiment très bon. Non, c'est trop bien, c'est exceptionnel. Moi, j'ai passé un excellent moment parce que j'ai été happé par le film, j'ai été happé par ce qu'il me raconte. Il dure 2h30, j'ai vécu le film comme si c'était un film de 2 heures, clairement. C'était vraiment très plaisant. Pour moi, le seul petit hic que je vais avoir sur Marty Suprême, c'est émotionnellement, je suis pas dedans. Émotionnellement, ça me manque de quelque chose qui fait que je suis pas à 100% dedans. Je suis quand même à 75%, hein, mais je suis pas à 100% dedans. Et du coup, la fin, moi, me touche énormément. Mais tout le reste, enfin, il y a jamais un moment où je suis en mode waouh, là je vais pleurer, là c'est triste. Alors qu'il y a des scènes, hein, qui sont vouées à avoir un petit impact émotionnellement, mais non, il y a que la fin qui me touche vraiment. Maintenant, ça reste vraiment quelque chose de super. Le travail de réalisateur de Josh Safdie est super. Alors c'est un peu compliqué, Josh Safdie actuellement, hein, il est dans des sacrées histoires. C'est un peu touchy. J'ai pas envie de faire des éloges sur sa réalisation à lui, en tout cas sur son talent à lui. Ce que je vais surtout mettre en avant, c'est la réalisation du film qui est très bonne, le montage qui est vraiment la meilleure chose du film, clairement. Enfin, le montage et Timothée Chalamet, quoi. Waouh, Timothée Chalamet, Monsieur Chalamet, c'est quoi de ce rôle? J'ai l'impression d'avoir vu DiCaprio dans Titanic. J'ai vraiment l'impression d'avoir vu cet acteur-là qui fait son rôle, qui va
totalement bouleverser sa carrière, et il en a déjà un Chalamet, des rôles comme ça, hein. Dans Dune, moi je le trouve génial, dans Dune 2, un peu moins dans Dune 1, mais dans Dune 2 je le trouve vraiment très très bon. Il y a son film que j'ai pas vu, Le Parfait Inconnu, que j'ai pas vu du tout, mais qui, à ce qui paraît, est très bon. Moi, là, je prends une claque. Waouh! Là, je ne vois pas à quel moment il ne prend pas l'Oscar du meilleur acteur, quoi. C'est la meilleure chose que j'ai vue cette année. C'est la meilleure chose que j'ai vue depuis très, 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 très longtemps. En termes d'acting, vraiment, Marty Suprême, c'est très, très fort. Et bien sûr, j'ai vu des critiques de gens qui disaient « Ouais, ça va faire, comme le Loup de Wall Street, ça va faire une génération de gogoles qui vont mal analyser le film du message. » Et ouais, sûrement. Mais putain, il faut vraiment être con pour pas comprendre le film, quoi. Enfin, pour pas comprendre qu'on est sur un film qui parle plutôt qui parle plutôt du fait d'être arrogant et d'être un connard, et qu'en fait ça n'amène à rien de bon dans sa vie, et que c'est quand il prend un peu conscience qu'on lui fait redescendre sur terre avec de l'humiliation, et qu'on lui fait comprendre que hey, mec, stop là, t'es trop arrogant, même si t'es le meilleur au monde, parce que c'est clairement le message de fin, c'est même si t'es le meilleur, stop. Calme-toi, t'es trop arrogant, et redescends sur terre. Et le film le fonctionne. On se retrouve à la fin avec une des choses basiques de la vie qui vont le satisfaire, en fait. Là où lui se voyait ultra riche, ultra célèbre. Et en fait, c'est ça qui est hyper intéressant dans Marty Suprême. C'est vraiment ce prisme-là autour de l'arrogance et la réussite. En tout cas, l'arrogance ne t'amènera pas à la réussite, ça c'est sûr et certain. Et c'est un des messages de Marty Suprême. Et je ne comprends pas comment on peut comprendre l'inverse, quoi. C'est, pour moi, je trouve hyper clean, quoi. C'est ce que le film te le dit. Et c'est très très bien comme ça. C'est vraiment très très bien. Moi, c'est un film que j'ai beaucoup beaucoup aimé. J'adore l'imagerie, j'adore le visuel, j'adore la photographie. Les décors sont super. Enfin, je n'ai rien à reprocher au film. En fait, c'est assez fou. Ça fait très longtemps que j'avais pas vécu ça. Je n'ai rien à reprocher au film. Sincèrement, moi, c'est une grosse réussite, Marty Suprême, et j'espère sincèrement qu'il va tout rappeler aux Oscars, parce qu'il le mérite. Il le mérite amplement. C'est un film qui m'a marqué et qui va être pendant très longtemps, je pense, top 1 de mon top de cette année. À voir ce qu'il propose par la suite, à voir ce qu'on a par la suite. Il y a quand même de gros films qui vont arriver cette année. C'est quand même une sacrée année pour le cinéma mondial. Mais waouh, Marty Suprême, j'applaudis sincèrement. J'ai passé un excellent moment devant Marty Suprême. C'est tout pour les films que j'ai pu voir cette semaine, mais je voulais quand même vous parler des sorties de la semaine, parce qu'on a 3 grosses sorties cette semaine. On a bien sûr du coup Marty Suprême, de Josh Safdie, qui sort là directement ce mercredi, que je vous invite fortement à voir, parce que comme je vous ai dit, c'est absolument génial. On a Le Rêve américain d'Anthony Marciano qui m'a l'air d'être très très bon. Je vais le voir là, moi j'enregistre et je pars le voir directement après. J'ai très hâte de voir ça, parce qu'à ce qui paraît c'est vraiment très très bon. Je suis curieux de voir ce que Raphaël Quenard et ce que JP Zadi propose dans le film. Ça a l'air d'être très ambitieux, très très bon, très très intéressant. Donc moi c'est un vrai truc que j'ai envie de voir, et c'est fou parce qu'au début je voulais pas du tout le voir, l'abondance m'a pas du tout donné envie. Et en fait j'ai vu des retours très 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 positif sur Le Rêve américain, et je me suis dit oh putain, c'est peut-être le film que je dois aller voir. Et on a aussi la sortie, et ça me fait chier parce que je sais d'avance que je vous en parlerai pas la semaine prochaine, ou alors c'est qu'il y a un miracle et que mon ciné ont décidé de le diffuser. C'est Couture d'Alice Winocourt. Alice Winocourt qui revient après Adieu Paris, si je me trompe pas, qui revient ici avec Couture, avec entre autres Angelina Jolie dans un film français. Moi ça m'intéresse énormément. Je suis curieux, j'ai vu des retours mitigés, c'est bien mais sans plus, mais je suis curieux de voir ça. Je pense que ça va me plaire, ça parlera du milieu de la mode en plus, donc c'est assez original. C'est pas le genre de film qu'on a l'impression de voir tous les 4 matins, ce qui des fois peut être vite chiant quand on voit le même thriller en boucle. Non, là ça a l'air de changer, donc plutôt curieux de voir ce que Alice Winocourt va nous proposer pour son nouveau film qui sort mercredi prochain. Merci d'avoir écouté cette première émission du podcast. J'espère que ça vous a plu. Comme je vous ai dit, on est sur une 30aine de minutes où on parle ensemble de cinéma, de ce que j'ai pu voir. Ce qui est sûr, c'est que la semaine prochaine, je vous parlerai du Rêve américain. On va essayer de voir d'autres choses. Je sais que je vais aller voir le Gâteau du Président, entre autres, qui est sorti il y a 2-3 semaines, que je vais découvrir cette semaine. Donc, ça sera l'occasion pour moi de vous en parler la semaine prochaine. On se retrouve lundi prochain, le matin, sur Spotify, sur Deezer, partout, sur toutes les plateformes de streaming, sur YouTube, si vous voulez une version vidéo. Alors, c'est pas une version vidéo avec ma tête, c'est vraiment une version vidéo avec juste les visuels, avec quelques petites informations que je vous ai mis visuellement. Vous pouvez directement aller ça sur YouTube. Et bien sûr, moi je vous invite à me suivre sur mon compte TikTok, Les Critiques d'Enzo. C'est tout simple, Les Critiques d'Enzo sur TikTok. Et comme ça, vous pouvez me suivre. N'hésitez pas à vous abonner aussi sur les plateformes de streaming. Et on se retrouve très prochainement. On se retrouve lundi prochain pour commencer la semaine avec une bonne dose de cinéma.